Fréquence YY. Fréquence YY. Bonjour et bienvenue sur Fréquence YY, la radio du Bistrot d'Icare. Aujourd'hui, c'est moi, Nawel, qui vous présente cette 22e émission et qui mettra en avant l'art et même des formes, dont parfois inattendues. À mes côtés, nous retrouvons Adélaïde, Bonjour. Gilles, Elisabeth, Bonjour. Nicolas, Bonjour. Louise, Bonjour. Loïc, Bonjour. Fabrice. Bonjour. Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Toujours à la technique, Grégoire et Raymond, sans qui cette émission ne serait qu'une suite de... Et pour rentrer dans le vif du sujet, laissons la parole à Adélaïde. Fréquence YY, ça mitraille. Chers auditeurs, aujourd'hui, en bonne nouille de cette belle soupe qu'est Fréquence YY, j'ai décidé de me prêter à un jeu pas du tout radiophonique. Je vous emmène au musée. Et pas n'importe lequel, le musée d'art brut de Lausanne. Ce musée renferme la collection d'œuvres d'art brut constituée par l'artiste et intellectuel français Jean Dubuffet. Pour faire bref, l'art brut, c'est un ensemble de productions artistiques réalisées par des gens qui n'avaient pas conscience de faire de l'art. C'est Jean Dubuffet qui invente cette notion dans les années 40, en même temps qu'il compose sa collection. Le musée est dans les hauteurs de la ville. Il ne paye pas de mine vu de l'extérieur. Mais dès que vous franchissez le seuil, vous avez l'impression d'entrer dans l'armoire d'un cabinet de curiosité. Les murs sont noirs, il y a des escaliers, des étages, des demi-étages. Il y règne une ambiance feutrée qui vous invite au respect, presque au recueillement. Dans les recoins sombres jaillissent des œuvres, tantôt profondes, tantôt lumineuses, tantôt colorées, comme des fenêtres au milieu de l'obscurité. Lorsqu'on s'approche, des formes, des mélanges, des visages, comme on n'en avait jamais vu ailleurs. Nulle part ailleurs. L'art brut, ça peut sembler un peu difficile à définir, notamment parce qu'une multitude de techniques le composent. Les œuvres d'art brut peuvent être des peintures, des sculptures, des collages, des gravures, et le plus souvent, un mélange de tout ça, voire de pures inventions réalisées avec toutes sortes de matériaux, sur toutes sortes de supports. Au premier étage, par exemple, il y a une robe, une invraisemblable robe de mariée réalisée tout entière en point de crochet à l'aide de fils tirés de draps de lit usagés. C'est la robe de Marguerite Sire. Et dans cette robe, on peut voir toute la finesse du travail manuel et le temps et l'irrégularité inhérente à un tel travail, d'une telle ampleur, donnent à cette robe les allures d'un vieux doudou, encore chéri par un enfant. Dans de nombreux musées, les cartels qui doivent normalement fournir aux visiteurs des informations sur les œuvres sont souvent très courts. Nom de l'artiste, année, technique. Au musée d'art brut de Lausanne, c'est très différent. Les cartels sont très fournis. Car si l'on cherche des œuvres de personnes indemnes de toute culture artistique, on cherche aussi à savoir qu'est-ce qui les pousse à créer, si ce n'est le mimétisme. On apprend alors que Marguerite Sire est née en 1890. Elle est issue d'un modeste milieu paysan. Elle a 41 ans quand elle manifeste les premiers symptômes d'une schizophrénie. Elle est alors internée en hôpital psychiatrique. C'est là qu'elle commence à réaliser des broderies à l'aide de chiffons de récupération. Et comme elle rêve de se marier, elle commence, vers la fin de sa vie, cette robe qu'elle ne portera jamais, conçue pour un jour de noces imaginaire. Après ça, on voit l'œuvre un peu différemment. Un petit peu plus loin, il y a de grands tableaux, immenses, tout en symétrie, couverts de petits traits d'une finesse et d'une précision déconcertantes. On y devine peut-être des temples asiatiques ou incas. Enfin, une œuvre titanesque qui recouvre un pan de mur tout entier. Là, on se sent un peu tout petit. Et qui a pu faire ça ? C'est Augustin Lesage. Un jour, quand il était au fond de la mine, il entend une voix qui l'a sommé de peindre. Alors il s'est mis à peindre. Encore plus loin, dans la pièce suivante, on voit des œuvres de très grand format. Des rectangles, recto verso, on peut tourner autour. Ce sont des aquarelles, des décalques, des collages. On y voit d'étranges personnages enfantins,
mi-fille, mi-garçon. Ce sont les 7 Vivian Girls. Elles semblent vivre des épopées incroyables dans des paysages fantastiques, peuplés de créatures pas franchement rassurantes. Cette grande composition foisonnante et colorée, ce n'est qu'une petite partie de l'œuvre d'Henri Darger. Et cette œuvre aurait bien pu rester sans public, car c'est à sa mort en 1973 qu'en vidant son appartement, son logeur a découvert tout son travail. Une autobiographie de 2000 pages, ainsi qu'une œuvre littéraire de plus de 15 000 pages, accompagnée de plusieurs centaines d'aquarelles. Le tout réalisé en plus de 60 ans. Bon, est-ce que je continue la visite ? Il y a encore plusieurs salles, il y a des dizaines d'artistes. Je voudrais bien vous montrer les œuvres d'Aloïs Corbaz, celles d'Adolphe Wolfli, celles de Jill Madge. C'est un univers infini. Alors peut-être, si vous le voulez bien, que je reviendrai vous parler d'eux une autre fois. Merci, c'était vraiment un beau voyage. Et une question, Adélaïde, Lausanne, c'est où ? En Suisse, En Suisse. au bord du lac. D'accord, merci. Du lac Clément. C'était super intéressant et en fait, ça, en vous écoutant, ça m'a apaisée. Je me suis sentie comme dans les musées, en fait, quand on y rentre, on se sent bien, on écoute. Et là, c'était pareil. J'ai vraiment vu la visite, quoi. On a des musées Merci. d'art brut en France aussi. Oui. En fait, la collection de Jean Dubuffet, c'est la première et un peu celle qui cristallise la définition de l'art brut. Il a proposé de la céder à des musées français, mais à l'époque, tous les musées français ont refusé. C'était quand ? Je ne sais pas à quelle date il a tenté de donner à la France. Et par contre, depuis, il y a des musées d'art brut. Par exemple, à Lausanne, il y a des œuvres d'une collection d'art brut où on reconnaît que c'est des artistes d'art brut. Et sinon, il y a des musées d'art singulier, d'art hors les normes, d'art outsider. Il y a des galeries aussi qui se consacrent à ce genre d'art. Mais l'art brut en lui-même, ça ne peut être que la collection de Jean Dubuffet. Ah d'accord, ok. Oui, dans la définition propre Et oui, de l'art il brut. il a tout cadré, ce qui fait que maintenant qu'il est mort et qu'il peut plus collectionner d'œuvres d'art, c'est difficile de faire rentrer un artiste dans cette catégorie-là. Ah d'accord, ok. C'est un peu dommage, ça. Moi, je trouve, d'avoir cloisonné comme ça quelque chose au point qu'on puisse plus le faire évoluer. Heureusement qu'il y a eu plein de ramifications et que l'art singulier, l'art hors les normes, par exemple, c'est une invention de... je sais plus, mais vous pouvez voir à la fabuloserie d'ici, vous pouvez voir de l'art singulier, de l'art hors les normes, pardon, c'est l'appellation officielle à la fabuloserie, et c'est tout aussi riche et... Oui, c'est ça. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est rigolo que du coup, on utilise beaucoup cette définition d'art brut, alors qu'en fait, c'est très restreint. Et c'est un peu, quand vous dites le mot l'art brut disparaît. Enfin, à partir du moment où vous achetez des œuvres à quelqu'un, on peut se dire qu'il commence une réflexion artistique qui est complètement différente de quelqu'un qui a une démarche artistique où il ne cherche pas du tout à être vendu ou à être vu. Donc, c'est assez... Mais pareil, donc moi, je croyais que, par exemple, le palais idéal du facteur Cheval était considéré comme de l'art brut. Peut-être bien, lui. Je sais plus. Il a rien vendu à la base, lui. Ouais, mais il était connu de Jean Dubuffet. Alors peut-être qu'il a pu dire ça, c'est de l'art brut. Ah, Faudrait d'accord. que je vérifie. Ok. Si Jean Dubuffet l'a dit. C'est ça. En tout cas, c'était super. Merci Adélaïde. De rien. Fréquence YY en direct de Shanghai. Sans transition, nous allons écouter Elisabeth qui va interviewer Gilles Kayser, un artiste qui, lui, sait qu'il fait de l'art. Bonjour à tous. Oui, effectivement, Nawel, moi aussi, je vais faire comme Adélaïde, je vais parler un peu d'art. Super. Donc, en fait, un dimanche, un ami m'a convié à la projection de son film d'animation. Cette projection avait lieu à l'Hostellerie, qui est un lieu qui accueille des expositions d'artistes singuliers, régionaux, nationaux et internationaux, situé dans l'enceinte de la Chartreuse, l'hôpital psychiatrique dijonnais. C'est Itinéraire qui gère cette structure. Itinéraire Singulier est une association qui imagine et partage des projets artistiques en Bourgogne-Franche-Comté. Mon ami Thomas avait réalisé ce film avec le CATTP Bachelard, qui est un espace d'expression et de soins. C'est dans ce lieu que j'ai rencontré Thomas, mais également Gilles Kayser. Ce jour-là,
Gilles nous a présenté un film qu'il a créé quand il avait 15 ans. J'ai été interpellée par son parcours et j'ai décidé de l'inviter sur Fréquence YY pour qu'il nous en parle. Bonjour Gilles, Bonjour, Elisabeth. tu vas bien ? Ça va? Donc tu as donc fait ce premier film dès l'âge de 15 ans et aujourd'hui tu en as 47. Oui. Comment est-ce que tu as commencé ta pratique artistique ? Non, Euh, excuse-moi, est-ce que tu as commencé ta pratique artistique ? Très jeune. Depuis très longtemps, donc depuis que je suis tout gamin. J'ai toujours dessiné, beaucoup dessiné dans mon coin, chez moi. Et voilà. Super. Ouais. Et tu utilisais quelle matière dessinée au départ? Dessiné crayon de au couleur, crayon ou au stylo. Je faisais beaucoup de dessins à côté de mes cours, Dans la marge des cahiers. dans la marge des cahiers, voilà. Ça. Et mon premier film que j'ai fait, je l'ai fait un peu de cette manière, en fait. Et c'est en marge d'un agenda que j'ai réalisé le scénario, le storyboard, en fait, du film que j'ai réalisé. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai réalisé ce film, oui, en storyboard sur le carnet. Et voilà. D'accord. D'accord. Donc en fait, depuis tout jeune, tu t'es tout de suite intéressé à l'art, quoi. Oui, c'est ça, oui. Voilà. J'ai toujours été passionné par le cinéma. Donc, un peu comme tout le monde à mon époque, c'était Star Wars, Indiana Jones, tout ça, etc. Et moi, je me suis dit, je vais faire un petit court-métrage. J'avais envie de le faire, quoi, en fait. Et j'ai réalisé ce petit court qui dure 4-5 minutes, quoi, en fait, qui s'appelle Gâteau d'anniversaire, et qui est un mi-fantastique, mi-réaliste. Et voilà, j'ai réalisé, j'avais 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus. C'était au sortir du collège. Avec quels moyens? Avec les moyens du bord, c'est-à-dire que... Un gâteau d'anniversaire. Un faux gâteau d'anniversaire, oui. Un faux gâteau. Un faux gâteau, oui. J'étais dans le grenier de chez mes parents et j'avais fait toute une structure en sable, avec du sable que mon père m'avait ramené de ses chantiers. Et j'ai créé un désert, en fait, dans le grenier. Ouais. Oui, c'est lui que j'ai vu où en fait, il y a des espèces de choses qui ne se ressemblent à rien, qui se mangent entre elles. Voilà, c'est ça. Voilà. Et non, mais c'est vraiment curieux, hein, parce que c'est des choses qui ressemblent à rien. Alors, il y a du pelage de nounours, Oui, c'est... des choses comme ça. Oui. Et on entend les bruits de bouche. Ça, et puis ça se mange entre eux. Enfin, ouais. Oui, voilà. Et c'était c'était l'histoire de ce film, en fait. Voilà. Vous aviez quoi comme caméra? Une caméra VHS que m'avait prêté un ami. Et une caméra VHS que m'avait prêté un ami. Voilà. Et on voit même dans le film le vieux ordinateur, mais vraiment le vieux ordinateur. Hein. Oh, dites donc, soyez pas blessante. Hein. Vraiment le vieux, elle insiste bien. Amiga? Hein? Amiga, l'ordinateur? Hein? L'écran? À Marc, c'est ça? Ah, je sais plus. Ah. Oui. Bon, d'accord. C'est un autre film. Hein. Ouais. Oui, ça sonne encore un autre. Ouais. Alors, donc tu as passé un bac artistique, tu as étudié aux Beaux-Arts. Oui. Et comment penses-tu que cela a influencé ton art? J'ai découvert beaucoup de mondes différents, en fait, aux Beaux-Arts de Dijon. Des mondes, je veux dire, aussi bien dans l'art que dans les personnes. Et moi, j'étais un peu dans mon monde à moi. J'ai traversé cette école, enfin, je me suis fait hospitaliser en milieu de cursus. Donc, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mes études. Mais j'y ai découvert plein de choses différentes.
et qui ont un peu influencé mon art personnel, en fait. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Vous avez pris des techniques particulières, peut-être? Alors oui, on avait des cours de dessin, des cours de vidéo, des cours de peinture, un peu de tous les domaines artistiques, en fait, qui étaient représentés. Voilà. Super. Et donc, aujourd'hui, quelle est l'étendue de ta pratique artistique? Alors aujourd'hui, je fais toujours de la photographie et de la peinture et du dessin. Voilà. Et avec le fait qu'il y ait des caméras sur tous les téléphones, ça vous donne pas envie de faire des films Je suis en manque d'inspiration en ce moment. J'aimerais bien pouvoir en faire un, mais j'ai pas d'idée. Ça va venir, c'est Oui, normal. j'espère. Je pense que tous les artistes ont une période un peu comme ça où Ouais. Des phases. faut que ça revienne, voilà. Oui. Et puis un jour, hop là, ils vont voir un truc, je sais pas, par terre et bah ça y est, j'ai trouvé. Oui. Donc, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le vide. Le cosmique, calme avant la tempête. Voilà, c'est ça. Peut-être. Voilà. Ça va toujours bien. Oui, ça va bien. Alors, et ton processus de création, alors, c'est quoi? Quel est ton processus de création? J'ai pas de processus spéciaux. Je fais un peu à l'instinct. Ce qui me vient en tête sur le moment, quand je peux l'exprimer sur le moment, c'est un plaisir, quoi. Ce qu'il y a, c'est que j'ai de l'art-thérapie en activité à côté. Et là-bas, je travaille aussi bien le dessin, parce que chez moi, des fois, je suis en panne. Et en art-thérapie, je trouve un élan qui me permet de créer en plus de ce que je fais à côté, quoi, en fait. Donc, il y a tout un mélange, je dirais. Oui, non, mais c'est vrai que des fois, le fait d'être en groupe et tout, ça motive. Hein, Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, quelles sont tes influences et tes inspirations? J'ai eu beaucoup d'influences qui venaient du cinéma, justement. Tous ces films qu'on voyait dans les années 80. Tu m'avais parlé d'un dessinateur de BD qui t'avait beaucoup inspiré. Oui, alors c'était un ami qui m'avait fait connaître un dessinateur qui s'appelait Moebius, alias Jean Giraud, qui dessinait Blueberry. Et sous la signature Moebius, il faisait des romans graphiques de science-fiction. Et moi, j'ai fait de la BD aussi au lycée, avec des amis. Et j'essayais de faire pareil, en fait. Et j'ai créé quelques histoires comme ça, dans un fanzine que j'avais créé avec ces amis-là. Et voilà, donc je les salue en passant. S'ils m'écoutent un jour. D'accord. Et que t'apporte le fait d'exposer? Bizarrement, j'ai beaucoup de trac. Le fait d'exposer, pour moi, ça a été étrange. Parce que c'était beaucoup d'autoportraits à l'hostellerie. Et je me sentais un peu perdu. Ouais. Oui. Oui, puis bon, tu as aussi exposé à Icare. Oui, j'ai exposé à Icare, oui. Plusieurs fois. Des peintures et des photos. Voilà. Ouais, le bistrot vous a invité aussi à exposer, et notamment à la médiathèque de Chevigny. Oui, à la médiathèque de Chevigny, oui. Au Créail, enfin vous faites beaucoup d'expos. Et il y en a une peut-être qui est prévue au Créail bientôt. Oui. Oui. C'est un projet, c'est un projet en cours, c'est un voilà, projet. c'est ça, oui. Et donc, pour nos auditeurs,
Où peuvent-ils voir tes œuvres prochainement? Donc, ça serait au Ça Créail. serait au Créail, CREAI, Ouais. donc qui est à AUI. Mhm. Et c'est en cours. Ils sont en train de poser les cimaises afin d'installer les peintures bientôt. Enfin, j'espère. Et c'est en cours, voilà. Et pourquoi beaucoup d'autoportraits, Gilles? Alors ça, je sais pas. Parce que c'est un peu jalonné dans mon parcours où j'ai beaucoup de faux. En art-thérapie, j'en ai fait beaucoup. Je sais pas pourquoi j'en ai fait autant. Parce qu'il y en a une bonne quarantaine lors de l'expo, voire 50. Ah oui, quand même. C'est le modèle le plus disponible? Peut-être pour ça, oui. En cas de manque d'inspiration, vous avez votre miroir. C'est pas forcément en miroir, c'est la vision que j'avais de moi-même, ce moment en fait. Devant le miroir, j'en ai fait que 2 ou 3 comme ça. Donc c'est Ça plus. va, tu t'es pas coupé l'oreille. Hein. Pas encore. Pas encore, évidemment. Et du coup, tout ça, c'est entreposé chez vous? Oui. Oui, parce que vous avez dit une bonne cinquantaine d'autoportraits et j'imagine que Ouais. c'est une chose parmi d'autres. C'est Autoportraits. dans des cartons et Ah ouais. j'ai beaucoup de cartons chez moi. En plus de toiles, de peintures qui attendent d'être exposées. Et donc, il y a... Oui, c'est... C'était quoi la question? Non, je C'est disais chez beaucoup de tout ça chez Oui, vous, beaucoup. en fait. Oui, Ouais, beaucoup, ouais. oui. D'accord. D'accord. Puis vous avez votre travail de photo, vous continuez ça à vous Oui, je balader? continue la photo, donc personnellement. Je fais du noir et blanc et de la couleur. C'est aussi un domaine où j'exerce, oui, voilà. Et j'ai fait partie d'un club photo de Fontaine-Douche, le club de la Source, où j'ai fait des expositions avec eux, voilà. Notamment là où il y a le panda, à Fontaine-Douche. Je ne sais plus comment s'appelle la salle. La salle numérique, non? Non. Voilà, non. Non. Oui, d'accord. Et donc, bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Ah, si, une question. Si les auditeurs ne peuvent pas se rendre à tes expositions, est-ce qu'on peut les acheter et comment? J'ai pas envie de les vendre. D'accord. Enfin, ça dépend lesquels. Quand même. De peinture. Ça vous ferait bizarre de savoir qu'il y a quelqu'un qui expose 40 autoportraits de vous dans son salon? Oui. 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 Et je suis encore perturbé, là. C'est normal. Écoute, merci Gilles. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De retrouver un peu d'inspiration, parce qu'en ce moment, c'est un peu le vide, quoi. Oui. Donc, Ouais, tu m'as expliqué qu'en ce moment, tu bloquais en plus. Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, Gilles, je lui ai carrément demandé de réaliser mon portrait. Voilà. Voilà. Donc, il m'a pris en photo au CATTP Bachelard. Et puis, donc, c'est en cours. Mais en ce moment, il n'est pas trop motivé, quoi. C'est pas que je suis pas motivé, c'est que je bloque. Ah, il bloque. Voilà. Donc j'espère débloquer. Pas trop fort non plus, mais... Ouais. Il va faire 40 portraits de toi. C'est sûr. Écoute, merci beaucoup Gilles. De rien. Et puis, merci à vous et au revoir. Merci. Merci, Elisabeth. Merci, Vraiment, Gilles. merci Elisabeth. Nous allons maintenant écouter un morceau de musique. Si vous saviez ce que ça fait de devoir vivre avec tout ça. Les gens ne naissent pas mauvais. Ils le deviennent. On accepte cette haine. On la respire. On vit avec.
Ce ne sont pas des adieux ni des au revoir. En mémoire, ces amours, ces ratures et ces quelques histoires. Des je t'aime ou des rancœurs noyés dans ces poèmes. Fin de soirée, je rentre chez moi. Mes idées fusent et j'assume un autre texte. Une histoire de plus, je reste éveillé, ma voix se pose. S'élève en même temps que ces mots. Sans voir venir, j'apprivoise ces paroles que j'improvise. D'ordinaire si triste, je m'envole cette fois si vite vers le large. À la marge, inclassable, j'encaisse le bonheur avec Arne. Je rêve en grand et j'ai les crocs. Je rêve en grand et j'ai les crocs. Je suis devenu incassable, mes couplets fondent et ma peine part. Je frime pas, mon cœur saigne. Je déverse un peu de ma honte, un peu de moi. Ce n'est pas une plainte ni un regret. C'est un livre ouvert de mes erreurs ou de mes progrès. Mes promesses, mes projets sortis de mon plein gré. Parcourir ses pensées, envie de rêver, de tout recommencer. Comment lâcher prise, respirer, s'ouvrir sans oublier le passé. Joie de vivre, amertume ou rancune. Frustré de voir le temps s'échapper. Frustré de voir le temps s'échapper. Morosité, idée noire, se dire que ça va passer. Avec l'envie, l'espoir d'avancer, tant pis. Ou parfois tant mieux pour ces larmes versées. Dans le présent, le futur ou le passé. Rien ne sert de résister, d'agir à contre-nature. Les sentiments explosent, à force de tout contenir. Oser, d'oser tempérer. Parcourir ses pensées, se laisser aller. Entre effort et besoin d'exister. Entre effort et besoin d'exister. Ce ne sont pas des adieux ni des au revoir. En mémoire ces amours, ces ratures et ces quelques histoires. Des je t'aime ou des rancœurs noyés dans ces poèmes. Fin de soirée, je rentre chez moi. Mes idées fusent et j'assume un autre texte, une histoire de plus. Je reste éveillé, ma voix se pose. S'élève en même temps que ces mots sans voir venir. J'apprivoise ces paroles que j'improvise. Vraiment bien. Super. Eh bien, nous allons maintenant parler d'une pratique que peu de personnes considèrent comme artistique et qui pourtant, du point de vue de sa construction, de sa narration et de sa créativité, peut être réellement considérée comme une production artistique à part entière. Laissons donc la parole à Nicolas et les jeux de rôle. Fréquence Wai-Wai! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'apprécie tout particulièrement, le jeu de rôle. Il existe plusieurs genres de jeux. Les jeux d'adresse ou de lancer, les jeux d'argent et de hasard, les jeux de société, les jeux vidéo et j'en passe. Le jeu de rôle, abrégé JDR, voire de l'anglais, Role Play Games, abrégé RPG, fait plutôt partie de la catégorie des jeux de société, mais s'en distingue sur de nombreux aspects. Inventé autour des années 1970, il a d'abord été un substitut pour les jeux de guerre, puis la mode s'est répandue. Aujourd'hui, quand on parle de jeux de rôle et qu'on ne connaît pas trop, on pense plutôt à une bande de barbus intellectuels, un peu geeks, qui jouent à un jeu bourré de règles strictes et complexes. C'est carrément ça. C'est en effet à cela que pouvaient ressembler les débuts du jeu de rôle, mais je parle bien ici du jeu sur table, et non en grandeur nature, tel qu'il existe aussi, et encore moins les jeux que vous sauriez tenter d'expérimenter avec votre conjoint. Un jeu de société sur table, donc tout le monde aime ça, non ? Eh bien ici, commençons par lister quelques spécificités. Tout d'abord, dans une partie de jeu de rôle, on a l'habitude de voir 4 joueurs. Peut-être que cette norme provient des différents rôles basiques à jouer, comme un guerrier, un archer, un mage et un soigneur, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on peut dépasser ce nombre de joueurs, et il existe même certains types de jeux qui se jouent seuls ou à deux. Il faut surtout qu'il y ait un joueur spécial, le maître de jeu ou MJ. Tout comme de nombreux autres jeux, le JDR se déroule dans un autre univers, hypothétique la plupart du temps. À toutes les époques possibles donc, des méandres de la préhistoire au futur insondable, une aventure prendra place, guidée par le maître de jeu. En effet, on peut simplifier en disant que le MJ, c'est un peu comme Dieu dans la partie. Si les personnages principaux de l'aventure sont incarnés par les joueurs,
Tous les autres personnages de l'histoire seront incarnés par le MJ, mais pas que. L'univers entier est en général bâti par celui-ci, de l'ennemi le plus redoutable aux cailloux les plus inertes. La partie se déroule donc entre les joueurs et le maître de jeu, telle une coopération pour résoudre des problèmes ou vivre des péripéties. La spécificité du JDR, pour moi, est sa liberté. En effet, contrairement à d'autres formats dans lesquels vous devez lancer des dés, jouer des cartes, déplacer les pions, etc., ici, il faudra vous munir de votre imagination. Imaginez un peu comme une partie de loup-garou, pour ceux qui connaissent, mais au lieu de pouvoir utiliser votre faculté la nuit, puis de voter le jour, vous pouvez tout faire. Enfin, essayez de tout faire. Même votre propre aventurier. Un jeu de rôle n'est pas non plus dénué de support visuel. Vous aurez avec vous, par exemple, votre fiche de personnage sur laquelle reposent toutes les caractéristiques choisies ou prédéfinies en début de partie, telles que votre nom, vos aptitudes et tout détail utile ou drôle. De plus, il est parfois proposé des cartes des lieux, des représentations graphiques de vos alliés ou ennemis, ainsi que tout autre document intéressant, sans oublier les feuilles pour répertorier votre inventaire ou vous remémorer des détails ultérieurement. Il faudra souvent lancer des dés afin de réaliser des actions spécifiques, mais d'autres accessoires peuvent également être utilisés. Basés sur les caractéristiques de votre personnage, vos lancers serviront à réussir des actions. Il y a des actions qu'on attend et les actions libres de la part des joueurs. Dans tous les cas, ce côté un peu aléatoire pimente beaucoup les parties et donne lieu à des moments aussi épiques qu'hilarants. Il existe une multitude de JDR possibles, toujours dans une ambiance conviviale, hors roleplay, des enquêtes, des aventures, de la survie, tout en faisant n'importe quoi au passage. Une bonne partie de jeu de rôle, c'est lorsque tous les participants s'impliquent pour passer un bon moment dans un scénario intéressant. Que de souvenirs quand, par exemple, j'étais maître de jeu et que mon personnage principal de la partie débuta l'aventure sur le pire échec possible. Entre guillemets, il a failli mourir. Ou bien quand c'était moi le cancre du groupe, mais que, sur plusieurs coups de chance au dé, je pus sauver mes coéquipiers. Voire attendre qu'un invocateur de créatures termine son tour de 20 minutes pour effectuer ses actions, et qu'à mon tour, je parvienne à le tuer en un coup. Pour ma part, je suis actuellement dans ma 3e association de jeux de rôle, ceci revenant à la mode, tout le monde peut s'y tenter aujourd'hui. Je suis tombé sur de belles séances sur Internet, et cela m'avait motivé à sortir, me sociabiliser, tout en faisant travailler mon imagination. Pour conclure, je dirais que les JDR, c'est un peu comme la vie. On suit tous le même scénario, mais on le vit tous d'un point de vue différent, ce qui enrichit le tout. Bravo. Bravo, Nicolas. Merci. Et ça se joue avec des dés normaux ou des dés spéciaux? Alors, il y a différents types de jeux, et entre guillemets, la norme, en fait, peut-être le plus répandu, mais je ne suis pas sûr, ce sont des dés 100. Donc, en fait, ce sont 2 dés 10, un pour les dizaines, un pour les unités. Mais il y en a aussi qui se jouent avec des dés 20, comme Donjons et Dragons, justement. Et d'autres avec des dés 6, et d'autres avec encore d'autres types, c'est pas vraiment des dés, mais d'autres types d'accessoires, un peu. Il y a des à 4 faces, je crois. Il y en a aussi à 4 faces, ouais. C'est des D4. Bah, dites donc, après les pommes de terre 7, et à 4 faces, qu'est-ce qu'on en fait Dans l'émission du mois dernier, Fabrice. Il y en a qui ont essayé déjà des jeux de rôle, ouais. Ouais. Je lève la main avec allégresse, mais c'est parce que j'ai essayé au bistrot d'Icare, en fait, parce qu'on a notre dieu au bistrot d'Icare, c'est Nicolas. Appelez-moi Dieu. Moi j'avais mon grand frère qui jouait au Magic, moi, à une époque. Hein. Bon, on était petits. Hein, mais... Les cartes Magic, c'est un jeu de rôle? Non, mais c'est le même univers un petit peu, en gros. Ah, c'est pas un jeu... Non, disons, c'est un jeu de cartes, et les jeux de rôle, c'est plus... on est autour d'une table et tout le monde a une fiche de personnage en lançant des dés, mais c'est pas vraiment des cartes avec des effets déjà indiqués, etc. Ok, pardon. Pas de souci. Moi, j'ai été maître de jeu pour Remaster. Oh. Donc, avec des amis, on s'amusait, voilà. Trop bien.
Oui, moi j'ai joué aussi, je me souviens de parties interminables. Et on y croit, hein, on croit vraiment Oui, qu'on on est est sur bien, le chemin, on croit vraiment tout ce qu'on joue. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, moi, c'était la première fois au bistrot, c'est la complexité du monde qui a été créé. Enfin, il y avait des moments où vous alliez dans les détails du bouton de l'ascenseur qui est abîmé. Enfin, plein de petits indices comme ça glissés dans plein de détails. Et encore, je ne veux pas spoiler, mais il y a des trucs que vous n'avez pas trop cherché. Oui, on est allé un peu vite parce que c'est vrai que c'est long. Ouais. Mais derrière cette longueur, il y a beaucoup de travail et beaucoup de détails. Voilà. Qui sont du coup tout travaillés avant alors. Oui, le jeu qu'on fait en ce moment, c'est un jeu que j'ai créé, mais il en existe des tas qui sont officiels ou plus ou moins, mais quasiment tout le monde peut faire un jeu de rôle. Aujourd'hui, au final, c'est assez facile, il faut juste être motivé. Et ce qu'on appelle, donc vous en avez parlé à un moment, j'ai entendu, les GN, là, c'est considéré comme des jeux de rôle ou pas? Les GN? Les jeux grandeur nature. Ah oui, désolé. Plus ou moins. Disons que c'est un peu différent parce qu'il y a des interactions directes avec des personnes sur un terrain. Et des fois, des lieux, des châteaux, des choses comme ça peuvent être loués. Mais je pense que dans l'ensemble, ça ressemble un petit peu, oui. Parce qu'on incarne des personnages. Genre leurs costumes et tout, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Il y a ça. des costumes et tout ça. Mais parfois, il y a du coup, effectivement, pour les actions, il y a aussi des dés un peu pour décider si il y a celui qui est le plus fort, celui qui est. Je vous avoue que pour les GN, en fait, je n'en ai pas encore fait. Je me contente déjà des JDR normaux. Donc pour les dés, je ne suis pas sûr, mais dans l'ensemble, je veux dire, ça doit être à peu près similaire. On incarne un rôle de toute façon. Après, sous des règles différentes, visiblement. Et il y en a d'ailleurs qui achètent vraiment des costumes très chers, qui mettent des heures à se maquiller pour se transformer en orque ou en choses comme ça. Des fois, c'est assez impressionnant. Une passion aussi. C'est un rapport aussi avec toutes les petites figurines en forme de fées, là, tout ça qu'on voit, c'est un rapport. Il y a une rue dans la rue Berbisey, je crois, où ils vendent de ça, plein de petites figurines. Non, où c'est rue Jean-Jacques Rousseau. Il y en a une comme ça. Peut-être. C'est plutôt C'est l'univers. pas Terra Ludica, c'est ça, non? Je sais pas, mais il y a plein de personnages. Il y a des fées, il y a où ça ressemble, des créatures un peu, non? Disons que tout ça touche à un univers un petit peu fantastique. Oui, donc il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, voilà. Et après, on peut utiliser des figurines pendant les jeux de rôle pour donner des représentations, des repères, des choses comme ça. Mais sinon, en général, ce n'est pas lié spécifiquement à des faits ou à des choses comme ça, mais ça dépend vraiment des types de jeux. Au final, c'est assez libre. Alors, c'est comme ça que vous imaginiez les jeux de rôle. Eh bien, en tout cas, merci Nicolas d'avoir partagé votre intérêt pour les jeux de rôle. Merci à vous. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui participez, créez, enregistrez. Et merci à tous ceux qui écoutent, qui se sont abonnés, qui likent, qui partagent et qui commentent. N'hésitez pas à en faire autant. Si tout va bien, on se retrouve dans un mois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.